Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Panorama Info. Aujourd'hui, je vais parler repentance. D'une manière générale, je ne suis pas un grand adepte de la repentance, surtout quand elle concerne les États. D'autant plus que depuis quelques années, les demandes de repentance se sont multipliées et que dans l'esprit de ceux qui les formulent, ces demandes, la repentance ne peut se concevoir qu'à sens unique. C'est la France, voire l'Europe occidentale, qui devrait encore et toujours demander pardon aux autres. Dans la mesure où une page noire de l'histoire d'un pays est bien connue, bien documentée, et que les autorités de ce pays ne cherchent pas à l'occulter ou à la relativiser, je ne vois pas pourquoi les enfants d'aujourd'hui devraient se sentir coupables et demander pardon pour des crimes commis par leurs aïeux à une époque que ni eux ni les descendants des victimes n'ont connue. La majorité des Allemands d'aujourd'hui est bien consciente des crimes abominables commis au nom de leur peuple par Hitler et ses sbires. L'Allemagne, d'après la Seconde Guerre mondiale, a fait amende honorable et elle n'a pas tenté d'occulter les horreurs du nazisme. L'Allemagne post-réunification est allée jusqu'à reconnaître ses frontières orientales avec la Pologne, alors que l'Union soviétique lui avait arraché de nombreux territoires historiquement allemands et peuplés d'Allemands, tels que la Prusse orientale et sa capitale Königsberg, patrie de Kant, et connue à présent sous l'horrible nom de Kaliningrad. Je pourrais également citer la Poméranie et la Silésie, régions qui font désormais partie de la Pologne. Les populations allemandes qui y vivaient depuis des siècles, voire des millénaires, ont dû fuir en 1945, et ceux qui ne l'avaient pas fait en furent chassés par la force par les nouvelles autorités communistes, soviétiques ou polonaises. Malgré tout, et alors même que de nombreux Allemands originaires de ces régions étaient encore en vie et rêvaient de finir leurs jours sur leur terre d'origine, le gouvernement de l'Allemagne réunifiée a accepté en 1990 de reconnaître cette frontière orientale marquée par l'Oder et la Neisse, et cette frontière qui passe à seulement 80 km à l'est de Berlin. C'était le prix à payer pour faire accepter à l'Union européenne l'intégration de la Nouvelle-Allemagne, comprenant l'ex-Allemagne de l'Est, ainsi que pour obtenir l'accord de l'Union soviétique et de la Pologne à cette réunification. Les jeunes Allemands d'aujourd'hui et les générations à venir n'ont donc pas à payer pour les crimes commis par les nazis, même s'il est bon qu'ils continuent à avoir en mémoire les pages sombres de l'histoire de leur pays. Les crimes commis par des Français, des Espagnols, des Anglais ou des Danois pendant les siècles qu'a duré l'infâme commerce triangulaire, c'est-à-dire la déportation d'Africains vers l'Amérique dans des conditions effroyables et leur réduction en esclavage sont fort bien documentés et ont été abondamment dénoncés, avec raison bien sûr. Mais les Français, Espagnols, Anglais ou Danois d'aujourd'hui ne sont aucunement coupables de ces crimes odieux commis par un petit nombre d'affairistes, de capitaines de vaisseaux et de propriétaires de grandes exploitations agricoles durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Ces sinistres événements font partie des programmes scolaires et les jeunes Européens d'aujourd'hui sont conscients de ces drames. Pourquoi devraient-ils demander pardon aux descendants des victimes? D'autant que dans le cas des Français, nombre de descendants de victimes aux Antilles, à La Réunion
ou même en France métropolitaine, sont également descendants de bourreaux. Concernant cette terrible réalité historique que fut l'esclavage, il est regrettable que la fameuse repentance soit attendue des seuls Européens de l'Ouest ou des États-Uniens descendants d'Européens, alors que les bien-pensants qui militent des deux côtés de l'Atlantique et également en Afrique pour une telle repentance n'adressent jamais cette demande aux pays arabo-musulmans. La traite négrière arabo-musulmane a pourtant duré beaucoup plus longtemps et a concerné beaucoup plus d'Africains que le commerce triangulaire. Pire, l'esclavage est encore pratiqué de nos jours dans certains de ces pays arabo-musulmans. Et ce passé esclavagiste est occulté, voire nié par la plupart de ces pays. Il ne figure pas dans leur programme scolaire. Il n'y a rien de pire que le déni historique, ces mensonges qui deviennent vérité officielle, que nul ne doit contester, constituent une insulte pour la mémoire des millions d'Africains victimes de ces razzias et pour leurs descendants, à qui l'on voudrait faire croire que les méchants européens sont les uniques responsables des malheurs de leurs ancêtres. Et cette mémoire devrait aussi comprendre, bien sûr, les Européens du Sud, dont les corps sont partis, qui eux aussi ont été victimes de ces razzias et de cet esclavagisme arabo-musulman. Cet insupportable déni se retrouve aussi en Turquie, qui, gouvernement après gouvernement, régime après régime, persiste à nier la réalité du génocide arménien, ainsi que celle des épouvantables massacres commis à l'encontre des Assyro-Chaldéens, des Grecs pontiques et des Grecs du littoral égéen durant les 2 premières décennies du XXe siècle. Atatürk a bâti la Turquie moderne sur ce déni, et Erdogan aggrave ces mensonges historiques avec son exaltation nationaliste de cette période, sa réhabilitation des bourreaux et maintenant avec son rôle néfaste pour inciter l'Azerbaïdjan à attaquer l'Artsakh, le Haut-Karabakh, et à provoquer l'Arménie. Dans un discours, Erdogan n'a pas caché qu'il rêvait d'achever le travail entrepris par ses aïeux. Pour les millions de descendants des victimes de Talat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha, l'oubli et le pardon envers la Turquie moderne s'avèrent impossibles, puisque les crimes commis au nom du peuple turc n'ont pas été reconnus et que les programmes scolaires turcs n'en font aucunement mention. Même si les Turcs d'aujourd'hui ne sauraient être tenus pour responsables des crimes de 1915 et des années 20, cette absence de reconnaissance fait qu'il est légitime de continuer à leur demander des comptes pour les horreurs perpétrées par leurs ancêtres au siècle dernier. La mode est également aux demandes de repentance pour le passé colonial de certains pays européens, au premier rang desquels la France, bien sûr. Alors que le colonialisme a existé de tout temps et qu'il a été le fait de bien des peuples différents, depuis les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Romains de l'Antiquité, jusqu'aux Espagnols et aux Portugais, puis enfin aux Français, Britanniques, Belges et Allemands, sans oublier les Japonais. Là encore, il conviendrait de ne pas oublier les Arabes et les Ottomans, grands colonialistes devant Allah, et ce, plusieurs siècles durant. L'Algérie fut une création coloniale française, bâtie sur les reliquats du colonialisme ottoman. Pourquoi s'acharner à condamner le colonialisme français en Algérie tout en ignorant celui de l'Empire ottoman sur cette même terre d'Afrique du Nord, qui dura pourtant beaucoup plus longtemps? Doit-on, pour condamner le colonialisme, fixer une limite dans le temps à ne pas dépasser, limite qui bien sûr coïnciderait avec le débarquement des Français en 1830?
La France a certes commis des actes condamnables durant les années de la conquête militaire, mais elle a créé de toutes pièces ce pays, connu aujourd'hui sous le nom d'Algérie. Elle y a même rattaché un immense territoire saharien qui n'avait jamais fait partie des entités proto-étatiques, ottomanes ou arabes, existant avant 1830. Et l'Algérie indépendante a hérité du colonialisme français d'un certain nombre d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires, urbaines, d'écoles, de lycées, d'hôpitaux et autres, alors que l'héritage ottoman s'est limité à quelques mosquées et à quelques fortifications. Certes, l'époque était différente et les priorités de l'administration ottomane étaient sans doute également différentes. Et le bel héritage français ne saurait effacer de la mémoire collective algérienne ce qui est perçu comme étant des méfaits du colonialisme français, les injustices et les humiliations subies par de nombreux Algériens, ainsi que les excès de la répression militaire durant ce que l'on a appelé les événements d'Algérie et que les Algériens modernes qualifient de guerre d'indépendance. La majorité des Algériens ignorent tout de l'époque ottomane, alors que les souvenirs de la période française, transmis par les parents et les grands-parents, diabolisés par les régimes successifs, sont encore très vivaces. Malgré tout, je suis persuadé que le candidat Macron, beaucoup trop jeune pour pouvoir s'exprimer sur cette période avec autorité, a commis une grossière erreur lorsqu'il a cru bon d'assimiler, durant une visite en Algérie, le colonialisme français à un crime contre l'humanité. 5 années plus tard, le président Macron a cependant eu raison de rendre hommage à ceux que l'on a appelés les harkis et à leur demander pardon au nom de la France, car le traitement qui leur avait été réservé depuis 1962 a été particulièrement indigne. Rappelons d'abord quelques vérités historiques. Durant l'été 1962, parmi les principales victimes de l'évacuation hâtive de l'Algérie figurent 260 000 musulmans qui avaient servi la France en qualité de harkis, c'est-à-dire de supplétifs de l'armée, mais aussi comme élus, fonctionnaires ou militaires de carrière. Avec leurs familles, ils représentaient 1 million de personnes, soit un effectif équivalent à celui de la population européenne, pieds noirs et juifs locaux. 93 000 de ces musulmans ont pu gagner la France. D'autres parvinrent à se réinstaller vaille que vaille dans l'Algérie indépendante, à se réinsérer, pardon. Certains historiens s'accordent à évaluer le nombre des harkis massacrés à entre 60 000 et 80 000. Ces harkis qui avaient été empêchés de partir et qui furent impitoyablement massacrés dans les semaines qui suivirent la proclamation du cessez-le-feu et ensuite de l'indépendance. Ils ont payé de leur vie leur engagement aux côtés de l'ancienne puissance coloniale, victimes de vengeances locales ou d'une justice expéditive. Des témoignages font état de cruauté extrême, mais leur évocation est demeurée un sujet tabou en France jusqu'à la fin des années 90. Les harkis bénéficiaient d'une solde enviable, mais n'avaient pas le statut militaire. Et ils disposaient d'un armement rudimentaire. Ils servaient comme interprètes, cuisiniers, ou encore ils protégeaient les villages. Ils étaient communément appelés harkis d'après le nom donné à leur formation, harka, qui signifie mouvement en langue arabe. Le général de Gaulle, président de la République, se montra plus que réticent à leur transfert en métropole. Quant aux communistes, très influents dans la France des années 60, ils assimilaient ces harkis à des collabos et ne s'affligeaient aucunement de leur sort.
C'est ainsi que les officiers français reçurent l'ordre de les désarmer, les livrant ainsi comme proie facile à leurs ennemis. Le ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, donna des instructions écrites interdisant formellement l'embarquement des harkis sur les navires à destination de la métropole. Les musulmans qui purent gagner la métropole, y compris femmes, enfants et familles proches, durent leur salut aux initiatives personnelles d'officiers qui ne supportaient pas d'abandonner leurs hommes et qui, pour cela, bafouèrent les consignes reçues de leurs autorités supérieures. L'accueil réservé en France métropolitaine à ces musulmans français fut indigne, et leur sort a été inadmissible, et ce, plusieurs décennies durant. À partir de 1962, 23 721 d'entre eux furent installés dans des camps d'hébergement militaires. Plusieurs camps furent installés dans d'anciennes prisons qui avaient servi pour d'autres populations. Républicains espagnols, militants du FLN, indochinois ou encore juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de l'année 62, avec 12 000 habitants, le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, était la deuxième ville la plus peuplée du département. En 1963, la France comptait 75 hameaux de forestage, majoritairement situés dans le Midi. Chaque centre accueillait un maximum de 25 familles dans des bâtiments préfabriqués très sommaires et ils étaient soumis à un règlement rigoureux. Les préfabriqués étaient considérés comme des logements de fonction. Si le père de famille perdait son emploi, la famille devait quitter le logement. Les habitants étaient salariés par l'Office national des forêts pour diverses missions de protection de l'environnement, plantage et coupe d'arbres ou gestion des incendies de forêt. La réalisation des travaux prévus et la dégradation des bâtiments conduisirent à la fermeture progressive des hameaux à partir de 1966. En 1973, on comptait encore 40 hameaux de forestage, rassemblant 1026 employés. Les familles obligées de quitter les hameaux furent généralement reclassées dans le secteur de l'industrie ou dispersées dans d'autres structures. Certaines s'installèrent par leurs propres moyens ou grâce à des relations ailleurs, en ville en particulier. En 1982, il existait encore 23 de ces hameaux, 20 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Des harkis furent également accueillis en zone urbaine. En 1963, 42 cités urbaines existaient pour les accueillir. Elles étaient divisées en 2000 logements Sonacotra, près de villes moyennes comme Amiens et Montpellier. En 2012, la population issue des musulmans français d'Algérie se situait à entre 500 000 et 800 000 personnes en France. Pour ajouter à leur malheur, les petits-enfants de harkis sont encore trop souvent stigmatisés et humiliés par des petits-enfants de travailleurs immigrés algériens qui les traitent de fils de traîtres. Souvent victimes de racisme et de discrimination, les harkis et leurs descendants ont donc à subir encore aujourd'hui la stigmatisation et les insultes de leurs coreligionnaires originaires comme eux d'Algérie. Dans ce cas précis des harkis, Macron a donc eu raison de faire acte de repentance. Mais cette repentance demeurera incomplète tant que les autorités algériennes n'auront pas demandé pardon aux anciens harkis pour les massacres de 1962 et pour les injustices qu'ils ont eu à subir de l'autre côté de la Méditerranée depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais comme dans le cas de la Turquie, cette reconnaissance historique risque bien de ne jamais arriver et les plaies de la mémoire resteront donc encore très longtemps ouvertes, génération après génération. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices,
et je vous dis à la semaine prochaine.